C'est la crise politique en Allemagne, le président autrichien démissionne et maintenant quoi? Trudeau, le chef d'État canadien, démissionne à son tour. Et ouais, comme quoi le bordel c'est pas qu'en France et comme on va le voir, c'est pas un hasard. Alors, en attendant la démission de Macron, qui devient de plus en plus envisageable, on va parler de la démission de Trudeau et du revers de Macron en Afrique, qui avait une petite crise de narcissisme. C'est parti pour Actu Réfractaire, votre quotidienne d'actualité. Et bonne année! Et cette année, elle commence très fort avec 2 démissions de chefs d'État. Il y a eu l'Autriche et maintenant c'est le Canada. Avec un peu de chance, ça va inspirer Macron. Bon, en attendant, on va parler de Justin Trudeau qui est à la tête de l'État canadien depuis 10 ans et qui a annoncé sa démission hier soir. Et ça, c'est non seulement parce que son parti est minoritaire à l'Assemblée, mais c'est aussi parce que Trudeau lui-même est désavoué par son propre parti. Bon, et puis tout ça, ça a été accéléré aussi par la démission de sa vice-première ministre le mois dernier. Mais ça a quand même de quoi surprendre, puisque Trudeau, jusqu'à récemment, c'était le gars que tous les autres chefs d'État et les médias adoraient. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on va revenir dessus et on va voir que ça en dit long sur la situation. Bon, d'abord, ça crève les yeux, Justin Trudeau, c'est un peu un Macron avant l'heure, oui, parce qu'à l'époque où il se présente, c'est pas le favori des élections, c'est pas un vieux crouton, et en plus, il dit qu'il va tout changer avec ses grandes idées progressistes. Sauf qu'en réalité, c'est un bourge qui est grave pistonné, puisque son papa, c'est un ancien premier ministre canadien. Mais Justin, quand il arrive au pouvoir, en fait, il fait vraiment les choses différemment. Genre, il va dans une manif LGBT, il se met en sari pendant sa visite en Inde, enfin bref, c'est un peu le cool kid du lycée dans une série Netflix, tu vois. Sauf que derrière tout ça, en fait, Justin, il a un devoir, c'est de défendre les intérêts des industriels, des investisseurs et des banques. Alors du coup, forcément, ça va être magouille sur magouille. Par exemple, il y a l'affaire SNC-Lavalin, qui est un géant canadien de l'ingénierie. Et ce gros groupe aurait versé 127 millions d'euros pour obtenir des marchés en Libye. Du coup, Justin Trudeau a fait pression sur sa ministre de la Justice pour éviter le procès. Bah oui, au fond, Justin, il est bien content que les gros industriels chopent des marchés. Mais finalement, le procès va avoir lieu et la défiance envers Trudeau va grandir. Et cette défiance, elle va se transformer petit à petit en protestation dans la rue. Par exemple, en 2018, ça a manifesté de ouf contre le projet de pipeline Trans Mountain, un projet très lucratif pour l'industrie pétrolière canadienne, mais aussi très destructeur pour l'environnement. Mais bon, ça, le Premier ministre, il s'en fout, ses idées écolo, il les met dans sa poche. Le plus important, c'est de défendre ses industriels. Mais en fait, il y a quand même un truc sur lequel Justin Trudeau va être obligé de reculer. C'est sa politique sanitaire pendant le Covid. Et oui, parce que comme Macron, Trudeau va gérer le Covid à base de restrictions de liberté. Et pour ça, le Premier ministre canadien va déclencher une loi d'exception. Donc l'exécutif canadien autorise par exemple les banques à geler un compte sans ordre de la justice. Et ça passe vraiment pas chez les gens. Du coup, je sais pas si vous vous rappelez, mais les camionneurs lancent un convoi de la liberté. Résultat, au bout de 3 semaines, le gouvernement de Trudeau lève la loi d'exception. Aujourd'hui, Trudeau a perdu tous ses soutiens dans la population et dans le Parlement. Mais il tente un dernier coup de poker. Et oui, comme les élections arrivent bientôt, ça lui coûte pas grand-chose de démissionner. Par contre, ça va déclencher la nomination d'un Premier ministre du Parti libéral. Un changement de tête, mais pas de politique, pour essayer de regagner la sympathie du peuple canadien. C'est marrant ce genre de coup de poker désespéré, ça me rappelle quelqu'un. Bon, et notre Macron national alors, qu'est-ce qu'il devient? Eh bien, il a fait une conférence des ambassadeurs. C'est là qu'il décrit à ses employés ce que va être pour l'année la diplomatie française. On en fera une vidéo plus longue sur Canard, mais pour aujourd'hui, on vous a juste mis quelques secondes de Macron. Il y a une partie... C'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Beaucoup de choses à dire et d'allusions qui ne sont pas explicites, mais c'est qui ce gars ? Ça me fume, comment chacune de ses prises de parole est une nouvelle révélation à quel point ce gars est hautain, méprisable, orgueilleux. À l'écouter, les relations internationales seraient des relations d'amitié, on envoie l'armée pour être gentil, on attend un merci. Et évidemment que non, ça se passe pas comme ça. Si l'armée française était au Niger, c'était pas pour rendre service, c'était pour rendre un État dépendant de la diplomatie de l'État français, pour pouvoir ensuite négocier, genre par exemple négocier avec ces multinationales l'exploitation de l'uranium, enfin... Je dis rien, c'est juste un exemple. Par exemple, avec l'Empire Bolloré, les coups d'État, le français,
Ouais, en fait, c'est des rapports de domination militaire, économique, diplomatique, avec comme base la dépendance militaire. D'où le lien entre l'impérialisme et le terrorisme. Donc, l'infantilisation de Macron, elle permet de mieux cacher ça, hein, parce que moins on comprend les véritables enjeux politiques, moins on va contester ce pouvoir. Et si on reprend l'exemple du Niger, eh bien, ça veut dire concrètement que l'accès aux mines d'uranium a été interdit par le nouvel État. Et sans exploitation, Orano, ex-Areva, a décidé de quitter le pays et a dû partir à la chasse de nouvelles mines, notamment en Mongolie. D'où d'ailleurs le dernier voyage de Macron en Mongolie pour signer des contrats là-bas, en tant que bon commercial de l'impérialisme français qui tente de maintenir ses profits et ses activités à l'étranger. Dans cet extrait, Macron, il parle de différents États africains, le Niger et le Mali, qui ont été renversés par des juntes militaires anti-impérialistes françaises. Au Sénégal, c'était par la victoire électorale du parti de Sonko. Et récemment, il y a eu le Tchad aussi, hein, qui était un État présenté il y a encore quelques mois comme un partenaire privilégié de l'État français en Afrique centrale. Eh bien, vous savez quoi? Ils viennent de dégager eux aussi l'armée française, réduisant ainsi leur dépendance vis-à-vis de l'État et des multinationales françaises. Macron, il affirme que ce départ de l'armée française au Sénégal et au Tchad a été concerté, hein, ce que récusent les deux États en question. Cette région. On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État. Parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir. À partir du moment où il y a eu des coups d'État, où les gens ont dit « notre priorité, c'est plus la lutte contre le terrorisme, c'est ceci ou cela qu'importe », la France n'y avait plus sa place, parce que nous ne sommes pas les supplétifs de putschistes. Et donc nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Mais vous ne vous trompez pas. C'est nous qui l'avons... Et parfois, il a fallu y pousser. Mais pas parce qu'on est poli et correct et qu'on se réorganise nous-mêmes qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant « ils sont chassés d'Afrique ». Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Et là, récemment, c'est le président ivoirien qui a annoncé lors de ses vœux le départ de l'armée française. Donc il ne reste plus que 2 bases militaires françaises, une petite au Gabon et une grosse à Djibouti. Sachant que Djibouti, hein, c'est un pays qui a été quasi créé par les colons comme base militaire internationale. L'un des grands changements économiques qui permet ce basculement, eh bien, c'est l'impérialisme russe qui offre des milices de substitution à l'armée française en échange d'investissements et d'exportations. Et de l'autre, l'impérialisme chinois qui permet de lancer un cycle de développement capitaliste avec des usines et un flot de marchandises. Tout ça en plus du ras-le-bol de la population face à ces dominations. Et ça rappelle d'ailleurs ce passage de l'interview de Molan qu'on a publié cette semaine sur Canard Réfractaire. Écoutez. Il y a toujours un truc de l'ordre de tant que les États occidentaux soutiendront les dictateurs en Afrique pour leurs intérêts économiques, le même système restera en place. T'en penses quoi, toi? Il y a un système de domination qui a été perpétré depuis plus de 600 ans. Bon, là, je ne vais pas trop rentrer pour dans l'histoire. On ne parlera même pas de la colonisation, je ne parlerai pas de l'esclavagisme. Je n'aime pas me victimiser. Mais je veux dire que c'est une chaîne. Et cela existe depuis plus de 6 siècles. Donc, et ça continue. Là, maintenant, on parle de néocolonisation. C'est une autre forme de la colonisation. Est-ce que la France elle-même accepterait que la Chine imprime ses billets? Non. Un seul État imprime les billets de 14 pays africains et on dit c'est normal. Mais c'est une autre forme d'appauvrissement. C'est un système, en fait, un système que je dirais machiavélique qui est en place et qu'il faut combattre. Tous les pays qui ont osé, d'une part, s'opposer à ce système-là, bon, ils ont été sanctionnés. Je vais citer l'exemple de la Guinée, avec l'opération Persil, qui a détruit la monnaie guinéenne jusqu'aujourd'hui. La Guinée ne se retrouve pas. Le bombardement de la Libye, sous prétexte d'imposer une démocratie. Bon, là, maintenant, on est en 2024. Est-ce que c'est la démocratie en Libye? Non. La Libye a été déchiquetée en plusieurs morceaux. Il n'y a pas de démocratie en Libye. Il n'y a que des terroristes, que des migrants qui sont esclavagisés. Pendant ce temps, on veut combattre des 2 dirigeants pour soi-disant imposer la démocratie. Mais en même temps, on soutient 2 dirigeants qui ont fait plus de 40 ans au pouvoir, mais qui ne foutent rien de bon dans les États africains. Je ne dis pas que c'est la faute aux dirigeants européens, non. Je dis que, je sais pas, dit tout à l'heure qu'il y a des causes internes à l'Afrique et il y a des causes externes. Voilà. Moi, comme il dit, je continue de me documenter. J'en apprends beaucoup. Pas dans l'objectif de nuire à quelqu'un, pas dans l'objectif d'accuser les Occidentaux, mais pour avoir un background, certaines connaissances. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ces bouleversements en Afrique? Dis-nous en commentaire. On parlera d'ailleurs un autre jour de la candidature annoncée au Bénin de Kémy Séba, la grande figure panafricaniste. Voilà pour l'actu d'aujourd'hui. Pour nous soutenir, rien de plus simple, abonnez-vous à Actu Réfractaire, histoire qu'on ait un beau trophée YouTube en fond là. On devait parler d'agriculture aujourd'hui, mais on a préféré parler de Trudeau. On en parlera donc dans une météo des luttes dans la semaine. C'était Nico et Johan à l'écriture, monteur décolonial au montage, moi-même à la présentation et à la miniature, et Betty au titre. Et moi je vous dis à demain, 18h. Ciao.